Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des Déraillés. On va beaucoup parler aujourd'hui des récaps de la saison 2025 puisqu'elle s'achève aujourd'hui, sauf quelques petits critériums à gauche à droite, notamment un qui se finira au Japon d'ici une semaine. Dans l'ensemble, tout est terminé. On a eu une saison juste magnifique, que ce soit des classiques au nombre de victoires de certains des Français, avec un record d'ailleurs pour un certain coureur, des records de précocité aussi pour d'autres. On va aussi parler de prise de pouvoir pour certains et bien sûr aussi des équipes et de ce qu'on attend très succinctement de 2026, puisque ça on l'abordera plus au début de l'année prochaine, avant les reprises des courses. Clément, comment ça va? Ça va super. Tu as bien introduit tout ce qu'on allait parler aujourd'hui. Je trouve que c'était une très belle saison. Il y a pas mal de choses à dire. Pas mal de petits sujets intéressants. Alors bien sûr, on va pas pouvoir parler de tout ce qui s'est passé sur une année complète, mais au Mhm. moins des sujets qui nous ont bien intéressés et dont on a envie de vous partager aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé cette année, on va peut-être commencer par la chose principale, c'était cette campagne de monuments qui a encore été exceptionnelle. On sait que sur, je crois, depuis 3 ans, il y a eu seulement deux autres vainqueurs de monuments à part Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Moi, j'ai adoré cette campagne. Ça a commencé sur un feu d'artifice à Milan-San Remo. On s'attendait à ce que Tadej avait peut-être encore enfin plutôt les clés pour faire sauter tout le monde et s'en aller. Au final, il fait 3. Van Der Poel montre que faut encore compter sur lui et malgré les progressions de Tadej sur ça. Faudra revenir pour le Slovène sur cette course-là. Et puis le reste a été exceptionnel, hein. Le Tour des Flandres qui a été feu d'artifice du quatuor de tête, Paris-Roubaix pour une première aussi de Tadej Pogacar face à Van Der Poel qui a été exceptionnel avec une victoire magnifique de la part du Néerlandais. Liège-Bastogne-Liège, bon bah terrain protégé de Tadej Pogacar comme le Grand Prix de Lombardie. Ouais. Oui, c'est ça. Très belle campagne. Donc, alors oui, bien sûr, on a un Liège et un Lombardie, comme tu viens de le dire, terre protégée de Tadej Pogacar. S'il veut les gagner, il les gagne, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Maintenant, lui, le truc, c'est qu'il veut tous les gagner, mais que quelqu'un l'en a empêché de le faire. Très beau Milan-San Remo. Tu dis qu'il avait presque trouvé la clé. En fait, pour moi, il l'a trouvé. C'est juste que je pense qu'il va recommencer à chaque fois. Et un jour, il le sautera, et d'autres fois, il le sautera pas. Ça dépendra aussi de la forme de Van Der Poel. Mais je pense que la stratégie, de toute façon, sur Milan-San Remo, il l'a. Il faut juste attendre que soit une forme de Van Der Poel un petit peu en dessous, ou alors juste que lui soit un petit peu mieux ce jour-là, et puis ça passera. Oui, c'est clair, ça passera. Et puis là, il y retourne encore cette année, à mon avis en 2026 avec les dents, puisqu'il y retourne avec ce maillot de champion du monde. Euh, Pour ceux qui disent que ce serait bien un petit peu de changement sur ces courses-là et d'autres vainqueurs, j'ai envie de vous dire que les autres se mettent à niveau déjà de une. Et c'est exceptionnel, c'est une ère exceptionnelle qu'on ait une hégémonie de la part de deux coureurs qui se rendent coup pour coup sur ces courses-là depuis maintenant 3 ans. C'est exceptionnel. Enfin, Philipsen a gagné Milan-San Remo et je suis en train de réfléchir à qui a pu gagner. Oui, et puis il a gagné euh, Milan-San Remo, mais c'était les deux qui ont fait la course, qui ont fait le Ouais, c'est spectacle. clair, c'est clair. Donc ça reste exceptionnel. Moi, j'adore ça. Le jour où on aura plus cette rivalité, on en aura peut-être une autre, ou alors on aura plusieurs vainqueurs successifs et on se dira bon bah qui est le maître. On cherchera un nouveau maître. Là, c'est exceptionnel. Enfin, j'ai hâte de voir 2026 et de voir comment va se comporter le reste. Je pense que Van Der Poel a cœur de venir reconquérir le Tour des Flandres. Et en même temps, je pense que Tadej va arriver sur le Paris-Roubaix avec peut-être un peu plus de préparation. Il a encore affiché qu'il voulait vraiment s'emparer de ces deux dernières classiques avant sa fin de carrière, prévues pour 2028 ou pas. Mais en tout cas, de belles choses à venir. Euh, Peut-être le mot de la fin sur ça, Clément, avec le Tour de Lombardie qui reste chasse gardée de Pogacar avec un nouveau record. Oui, ce super record, il a gagné 5 fois de suite, c'est juste exceptionnel. Personne n'a fait ça sur n'importe quel monument à l'époque. Ça le place un peu plus dans la discussion du GOAT, même si c'est pas le débat du jour. Euh, C'était vraiment une course où... alors, tu as dit tout à l'heure qu'on s'était
que le duel avec Van Der Poel était passionnant, c'est vrai. Et puis, bon, pour ceux qui disent que on veut du changement, alors c'est vrai que quand on est fan de cyclisme, qu'on suit toutes les courses à l'année, c'est vrai que des fois avoir un peu de changement, c'est sympa. Mais pour attirer un plus grand public, c'est les duels de champions qui font rêver les gens, et puis surtout les amateurs qui suivent de loin. Donc c'est grâce à des duels Pogacar-Van Der Poel que ça amène du public au cyclisme. Donc on peut pas trop se plaindre là-dessus. Pour un Lombardie, j'ai trouvé ça. En fait, je trouve qu'avec l'enchaînement mondiaux, Europe, Lombardie, on a vu à peu près les trois façons différentes. Alors, Pogacar est sorti à chaque fois d'assez loin, plus ou moins loin en fonction des courses. Mais on a eu un championnat du monde où ça a essayé de le suivre longtemps, un championnat d'Europe où ça a essayé de le suivre rapidement, puis on a vite compris que ça allait pas le faire, on s'est organisé derrière, et un Tour de Lombardie où je pense qu'on n'a clairement pas essayé. On s'est dit, Mm. ça grimpe trop, on ne pourra pas aller chercher, on se bat pour la deuxième place. C'est vrai que quand on voit ça, c'est pas de la faute de Pogacar, pour le coup je critique plutôt le reste du peloton. C'est un peu dommage, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut rien faire face à Pogacar donc vaut peut-être mieux jouer à la deuxième place qu'essayer de se cramer et de finir dans les bas-fonds de la Ouais, course. c'est clair, c'est clair. Mais d'ailleurs, en parlant effectivement de stratégie, on va parler de deux équipes qui vont peut-être rentrer dans une autre dimension en 2026 et qui ont fait une année 2025 quand même sur de très bonnes bases, notamment pour une. C'est la Lidl Trek et la Red Bull Hansgrohe, avec un gros marché des transferts pour chacun. Je te laisserai en parler. La Lidl Trek, il me semble être la troisième force de plateau en termes de victoire hein, cette année, 47, il me semble. Donc, on a Mats Pedersen, Skelmose aussi qui est rentré dans une autre dimension. On avait Giulio Ciccone qui a bien marché. Donc voilà, on a quand même un trio de tête qui emmène sur de bonnes bases. On a aussi de Jonathan Milan. très très. Jonathan Milan, effectivement, j'ai oublié, grand italien, grand sprinter italien qui a aussi ramené beaucoup de victoires. Euh, je veux le voir un peu plus fort sur le Tour de France l'année prochaine s'il y va. S'ils emmènent pas Pedersen, je pense que là, ils vont emmener les deux. À part si le transfert fait que le transfert important de l'année, deuxième transfert le plus important de l'année, fait que ça change la donne. J'espère pas, parce que je pense que la Leader Trek me fait penser un peu à la HTC de l'ancien temps sans avoir le sprinter, le plus grand sprinter de l'histoire. Mais dans cette optique, tu sais, de vouloir gagner plein d'étapes, de vouloir être présent sur les courses, peser sur les courses et toujours être à l'avant. Donc ça, c'est quelque chose en particulier. Et la Red Bull Hansgrohe, qui avait une très belle équipe sur le papier, peut-être un chouïa décevant. Et encore, j'ai trouvé quand même là aussi qu'on avait une volonté de peser sur la course avec quand même l'avènement de Florian Lipovic. Cette année. Mais de la part de Primoz Roglic, je m'attendais peut-être à un chouïa mieux, mais bon, je peux pas lui en demander à plus à 35 ans. Jane Day, je veux le revoir à un meilleur niveau, même si ça a été très bon. Danny Van Poppel aussi qui a pesé sur d'autres courses. Gianni Vermeersch, voilà. On a aussi Finn Fischer-Black qui doit passer enfin ce cap supplémentaire. Je te laisse parler peut-être des deux gros transferts qui vont nous emmener effectivement sur la suite de notre analyse sur les deux équipes, parce que le débat est de savoir qui a mieux réussi. Je pense qu'il y en a peut-être la balance qui penche plus d'un côté, notamment par rapport aux transferts qu'ils ont fait cette année. Oui, alors c'est vrai que du coup, pourquoi on s'intéresse à ces deux équipes en particulier, parce que ce sont déjà deux grosses équipes qui font partie des meilleures équipes déjà en 2025. Mais c'est vrai qu'avec leur marché des transferts, et en fait, il y aura clairement un duel l'année prochaine pour qui est la troisième force du plateau, derrière UAE et Visma. Voire potentiellement, on ne sait pas comment le niveau de forme de toute la Visma, potentiellement une équipe qui serait capable de passer devant tout au long de Hum, l'année. hum, hum, Euh, donc oui, alors deux gros transferts, hein, on va y aller tout de suite. Je pense que du côté de la Lidl, c'est Royan Uzo. L'équipé de Tadej Pogacar, le grand espoir que certains disaient c'est le prochain leader de chez UAE, ça n'a jamais été le cas. Alors pour plusieurs raisons, lui voulait devenir leader trop tôt, il- Ça l'a la- été, mais sur des plus petites courses. c'est ça. Mais son objectif c'était d'être le grand leader de l'équipe. Bien évidemment, chez UAE, on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul leader et il n'est pas prêt d'être délogé. Même par un Isaac Del Toro, je pense que ce sera très dur. Euh,
Donc oui, il a décidé de partir dans une nouvelle équipe qui lui apportera peut-être plus de soutien à ce niveau-là. Et puis du côté de la Red Bull Bora, on a évidemment Remco qui décide après 7 saisons de quitter l'équipe belge, la Quick Step. Euh, Très gros transfert. Et alors là où pour un Ayuso, il sera clairement leader sur les grands tours de chez Lidl. Et après, sur les autres profils, pas forcément. Mais pour les classements généraux de grand tour, ce sera Ayuso. Du côté de chez Red Bull, je pense qu'il y aura bataille pour Emco et avoir sa place de leader absolu. Ouais, et puis ça peut le faire passer peut-être dans une autre dimension aussi. On sait que c'est un garçon très sanguin. Je pense que ça collait bien avec l'ADN de la Soudal. Néanmoins, on sait que Red Bull a volonté, comme la Lidl Trek, de passer dans le niveau d'au-dessus, comme tu disais, d'aller chercher cette deuxième, voire première place du plateau. Donc il y a ce professionnalisme que Red Bull va apporter, notamment ce professionnalisme venu de la F1, de la MotoGP ou même d'autres sports. Je pense que ça va l'aider peut-être à avoir un cadre peut-être encore plus professionnel, plus strict peut-être, même si je doute pas des volontés du garçon. Mais moi, effectivement, je l'attends à être un vrai leader de grand tour. C'est ce qu'il dit qu'il veut être. Donc en fait, moi je l'attends à être excellent pendant 3 semaines, ne pas gaspiller d'énergie sur des moments d'inattention, comme ça a été le cas sur les championnats du monde. Ça c'est autre chose, mais je trouve que c'est quand même assez parlant du bonhomme actuellement. Et effectivement, je veux le voir passer dans une catégorie au-dessus. Et passer dans une catégorie au-dessus, ça veut dire finir tout débat, effectivement, comme tu dis, sur qui est le réel leader de cette équipe. Donc face à Florian Lipovic, Primoz Roglic, je me stresse pas trop. Mais on a aussi d'autres très bons grimpeurs qui sont dans cette équipe-là. Et en face, juste pour finir sur la Red Bull, effectivement, en face, on a quand même aussi Mattia Cataneo qui vient de la Soudal pour accompagner Remco, Gianni Vermeersch. On a aussi le jeune Adrien Boissy français qui vient se rajouter. Et comme je te dis, on a aussi d'autres bons grimpeurs dans cette équipe-là. Donc moi, j'attends effectivement une équipe Red Bull quand même omniprésente. Néanmoins, par rapport à la Lidl Trek, quand je regarde le recrutement, d'ailleurs, hop, quand je regarde le recrutement de la Lidl Trek, enfin, il est quand même aussi très bien parti, je trouve, vu l'équipe pour 2026, puisque on va garder Giulio Ciccone, on va garder des Tao Geoghegan, des garçons d'expérience comme Lennart Kemna, on va garder aussi Mats Pedersen qui arrive aussi avec quand même un bagage maintenant très conséquent. Mathias Kielmose on garde aussi d'ailleurs Quinn Simmons qui prend de l'envergure, je trouve, ces derniers Ouais. mois. Matthias Vacek. Donc on a quand même une équipe, enfin je trouve, sur le papier, euh, quand même vachement bien fournie pour accompagner sur des grands tours. À ça, on ajoute effectivement Juan Ayuso, Mathias Nordsarg, Matteo Sorbrero, pour citer que. Donc pour moi, c'est un très bon recrutement des deux côtés. Néanmoins, je pense que Juan Ayuso affiche plus de sécurité sur les longues ascensions ou sur les grosses étapes de montagne. Néanmoins, effectivement, il est quand même moins récurrent dans les performances que Remco. C'est ça. Alors moi, je trouve que l'équipe Lidl Trek est bien plus armée pour gagner un peu partout. Hum. Euh, Après, évidemment, ils ont clairement les coureurs pour faire une équipe de grand tour. Ouais, Même si je pense que pour se spécialiser sur un grand tour, j'ai l'impression que la Red Bull a un peu l'avance sur Lidl. Mais bon, de toute façon, d'ici l'année prochaine, ça va être assez serré quand même, je pense, sur ce domaine. Et du coup, c'est vrai que le duel va se jouer entre les leaders capables de faire de bons classements sur un grand tour, notamment sur un Tour de France, vu que c'est le grand tour qui nous intéresse le plus. hum. Du coup, pour moi, les trois qui sont vraiment au, au très haut niveau, c'est Remco, Lipovic, Ayuso. Et donc il va y avoir un duel là-dessus. C'est vrai que par rapport à Remco, Ayuso apporte plus de garanties, comme tu l'as dit, mais en même temps moins de régularité. Euh, C'est-à-dire Je qu'il est mettrais sur. quand même un petit peu une nuance, je mettrais un petit peu, excuse-moi, une petite nuance sur Giulio Ciccone parce qu'on sait que quand il prépare, je trouve bien ses coups,
il est quand même un très bon niveau. Alors le Tour d'Espagne, malheureusement, il tombe malade et c'est compliqué derrière. Mais généralement, quand même, c'est un garçon qui manque pas trop ses rendez-vous sur 3 semaines. C'est ça. Le problème, c'est que il se met pas. C'est pas toujours son objectif premier de finir dans le Oui, classement oui. général. Mm, mm, mm. Il est capable de le faire. C'est vrai qu'on avait vu sur un très beau début de Tour d'Espagne. Euh, oui, Giulio Ciccone. Je pense que avec l'arrivée d'Ayuso, en fait, on lui demandait de jouer un classement général parce que c'était à peu près le seul grimpeur. Et puis du coup, Mm, mm, mm. je pense que là, avec l'arrivée d'An Ayuso, alors à part s'ils sont pas alignés tous les deux sur le même grand tour, on va pas lui demander de jouer le classement général et au contraire, on va privilégier ses qualités pour aller chercher justement des maillots de meilleurs grimpeurs ou des victoires en échappée. Donc je le mets pas forcément dans le débat, après on verra l'année prochaine, hein, parce que il a de très bonnes capacités, c'est un bon grimpeur, c'est un coureur intelligent. Euh, mais à voir l'année prochaine, je pense quand même que le duel sera plutôt entre Lipovic, Remco et Ayuso. Ouais, et puis comme tu dis, Remco a au moins des bonnes gammes sur 3 semaines. Actuellement, on peut pas dire que Juan Ayuso, malgré un plafond de verre qui doit être encore indéterminé, n'offre pas les mêmes garanties sur ça. En parlant effectivement de gamme sur 3 semaines, notre sujet suivant, ça va être de parler aussi de l'autre homme de l'année, en tout cas dans la continuité de sa révélation, même si on l'attendait depuis les jeunes, c'est Isaac Del Toro, qui fait une année 2025 quand même magnifique, notamment sa période septembre-octobre. Euh, Gros bémol, effectivement, c'est la stratégie faite sur le col de Finestre en Italie qui lui coûte le Tour d'Italie, le Giro. Moi, gros crève-cœur sur cette étape-là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il lâche autant de temps. Que ça se joue avec des questions de secondes ou des questions de voilà, 1 minute, ça aurait été malheureusement la loi du plus fort. Mais là, il s'était tellement sabordé et là aussi, erreur de jeunesse comme Remco a pu le faire auparavant, c'est-à-dire se focaliser sur un point qui va omnibuler sa présence, sur enfin, sa concentration sur une chose. Et je trouve qu'au fur et à mesure de l'année, il a su se repositionner, il a gagné d'autres courses entre-temps, il a été présent sur les championnats du monde à un niveau auquel je ne le voyais pas forcément, on n'avait pas de référence sur lui sur ce genre de course, en tout cas aussi longue et aussi dure. Il fait cinquième en ayant été l'un des seuls avec Ayuso à pouvoir le suivre. Ayuso manque d'expérience sur les pavés et son style n'est pas fait pour, ça se voyait sur sa technique. Euh, mais Isaac Del Toro m'a vachement bien surpris. Et puis, que dire de sa campagne de fin d'année sur les classiques italiennes d'automne? Enfin, il a dominé de la tête et des épaules ces courses-là, hein. 6 victoires sur le mois de septembre-octobre. Ouais, tu vois, c'est énorme. C'est pas mal, c'est régulier, c'est capable d'aller chercher les victoires en Puis de manière solitaire, différente. Hmm. sprinter, ouais, c'est ça. Euh, Tu parlais d'une erreur de jeunesse sur le Giro. Alors je suis d'accord, pour lui c'est une erreur de jeunesse, mais pour UAE c'est inadmissible. Ah, c'est clair. Ah, ça, on l'avait déjà abordé, effectivement. C'était une erreur. Surtout que tu as les oreillettes. Enfin, c'est pas un championnat, quoi. C'est ça. Que le coureur commence à perdre un peu pied, je veux bien, mais une équipe du niveau du AE doit être capable de ressaisir son coureur à ce moment-là. Mais sinon, à part ça, Giro, très grosse révélation, parce qu'en plus on attendait plutôt Ayuso en tant que leader sur ce Giro. Hum, hum, hum. Et justement, on parlait tout à l'heure qu'il n'avait pas réussi à prendre la place de Pogacar en tant que leader absolu. Et quand on lui donne une place de leader, au final, c'est Del Toro qui a le plus démontré à ce moment-là. Au final, on se dit que c'est pas forcément que de la faute d'Ayuso parce qu'on a vu un Isaac Del Toro sur toute la saison assez exceptionnel. Ouais, puis il a été malade sur ce tour-là aussi, Ayuso, malheureusement, qui a dû le quitter. C'est ça. Mais je pense que on va avoir un énorme Isaac Del Toro sur déjà 2026. Ça va être, je pense qu'il va continuer de progresser en régularité et aller sur des courses encore Ouais, à plus haut niveau et se battre de plus en ouais. plus avec les meilleurs. Je pense que, en fait, quand Tadej Pogacar est là, on sait qu'en général la victoire est faite pour lui. Il ne va pas sur énormément de courses, mais il va que sur des courses qu'il veut gagner. Toutes les autres courses de la saison, je pense que l'année prochaine, UAE va envoyer Del Toro pour les gagner. Donc, Ouais, j'aimerais bien à la limite qu'on lui fasse un peu de place parce qu'on l'a vu sur le Tour de Lombardie. Bon, ils ont bien fait de jouer la carte Tadej parce que je pense que Isaac était peut-être un peu trop juste. Il vient mourir, je crois, cinquième ou sixième, quelque chose comme ça. Je pense qu'il était un peu en bout de course, même s'il vient gagner une autre course juste derrière. Mais enfin, ça sentait que le niveau de fatigue commençait à se faire ressentir pour le Mexicain.
Euh, Moi, j'aimerais qu'on lui fasse un tout petit peu plus de place, effectivement. Je voudrais le voir, tu sais, sur une course d'Estrade Bianche, parce que je pense qu'il peut largement tenir tête à des Pidcock, etc. Je pense que sur un... J'aimerais bien le voir aussi sur des courses comme les Ardennaises. Notamment, j'aimerais le voir sur des courses avec un peu de plat ou des longues portions, tu sais, roulantes, comme par exemple l'Amstel. Je veux voir ce qu'il est capable de produire sur ça, parce qu'on sait que sur des parcours très durs, des toboggans, il est avec des longues, enfin des longues montées, des plus longues montées qu'il y a sur l'Amstel et des descentes assez techniques. On sait qu'il est très bon, mais j'aimerais le voir sur ces parcours-là, et j'aimerais le voir aussi sur Liège, je sais qu'il s'en sortirait, je pense qu'il s'en sortirait très bien. Mais sur la flèche wallonne, je veux voir ce qu'il est capable de faire, même si ça se voit effectivement ce qu'il a fait sur les Trivé Vazérine et tout ça. J'aimerais voir ce qu'il est capable de faire sur ce genre d'arrivée où tu dois te réserver, tu dois te limiter et savoir attaquer au moment. Je veux voir comment il est capable de sortir ce coup de rein-là et est-ce qu'il a continué à progresser sur ça. Je pense qu'il est fait pour. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir si on peut lui laisser un peu de place ou au moins si on peut l'emmener et lui dire si t'es encore là dans le final, tu peux jouer ta carte ou aider Poggy, tu vois. Mais j'aimerais bien le voir sur ça. Bah, je pense que on risque de le voir parce que alors déjà il y a eu toutes ces histoires autour de Tadej Pogacar qui en avait marre pendant le Tour de France et puis il a ressorti ses déclarations ces dernières semaines en disant que justement pendant le Tour de France il en avait eu marre. Donc je pense que la saison de l'année prochaine de Tadej Pogacar va être un peu allégée en termes de courses de très haut niveau, en tout cas de ce qu'il veut gagner, de ses courses objectifs. Alors je ne sais pas quelle course il va sacrifier, mais il va en sacrifier quelques-unes. Donc je pense que déjà là-dessus on va envoyer Isaac Del Toro. Et même là où Pogacar sera aligné, de toute façon, on a bien vu que Pogacar, il est capable de partir de très loin et d'aller gagner la course. Et que derrière, après la taille de Pogacar, c'est une nouvelle course qui démarre. Et du coup, on a vu, notamment au championnat du monde, qu'à partir du moment où cette nouvelle course démarre, on peut très bien économiser Isaac Del Toro sur la première partie de course et que du coup, Isaac participe à cette deuxième partie de course. Même si du coup, ils n'étaient pas forcément vraiment coéquipiers sur les championnats du monde. Non, mais je comprends ton point de vue, ouais. Donc ça ne m'étonnerait pas que la saison prochaine, on ait soit Isaac Del Toro en pur leader quand Pogacar n'est pas là, ou alors comme second leader une fois la première attaque de Pogacar. Ouais, et puis j'aimerais bien le voir, alors c'est là où je vais avoir des doutes, mais sinon le faire un Giro Vuelta. Tu vois, j'aimerais bien le voir faire un doublé. Je pense que c'est le moment pour lui de le faire. Giro, il a une revanche à prendre. Qu'il y ait Vingegaard, qu'il y ait pas Vingegaard, qu'il y ait Carapaz ou pas. S'il n'y a pas Vingegaard, je pense que il a largement les compétences d'aller gagner. De toute façon, Vingegaard, vu sa Vuelta, même s'il l'a gagné, il l'a géré comme Jonas sait faire. Mais il m'a pas impressionné. Je pense qu'il n'était pas dans pleine possession de ses moyens. C'est pas grave, mais je veux voir ce qu'il est capable de reprendre lui. Mais ce sera un autre sujet pour 2026. Mais donc du coup, voilà, pour en revenir à Isaac, j'aimerais bien le voir sur deux grands tours. Jouer sa carte, au moins sur le Giro. Je veux qu'il gagne ce Giro. Ça serait un très très beau début de carrière pour lui. Peut-être une classique en plus, ce serait bonus pour lui en 2026. Et je veux le voir en rose à l'arrivée. Et je veux le voir sur un Tour d'Espagne, donc enchaîné. Quitte à ce qu'il joue plus les victoires d'étape pour préparer les championnats du monde au Canada. Mais je veux le voir faire de courses et je veux le voir gagner un grand tour l'année prochaine. Je pense que c'est logique et je pense que même lui se le dit aussi. Ouais, tu as raison, je pense que c'est logique, sachant que Pogacar sera le grand leader sur le Tour de France et que on parle souvent qu'il y a cette rivalité Visma-UAE sur les grands tours. Mais en réalité, c'est plutôt Visma-Pogacar, vu qu'au final, les autres grands tours, c'est tout le temps ouais, Visma-Pogacar, parce que les autres grands tours, au final, c'est tout le temps Visma qui les prend. Peu importe le coureur, il est tout le temps devant eux. Même si, en termes de niveau, on voit très bien que les UAE sont là, au final, le vainqueur, c'est tout le temps un coureur en jaune. Euh, donc, ouais, je pense que l'année prochaine, UAE aura à cœur de gagner un grand tour avec un des deux autres grands tours que le Tour de France, donc la Vuelta ou le Giro. Avec Isaac Del Toro, je pense que ça sera très important pour Pour les eux, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et puis, en parlant effectivement de confirmation pour 2025 et ce qu'on attend pour 2026 pour la suite, pour passer encore la table au-dessus, moi je pense que Isaac doit s'asseoir à cette table des 5 coureurs de l'année. On mettra Tadej dedans, on mettra Mathieu Van Der Poel, Remco. Il y a deux places aujourd'hui, je pense, à saisir. Wout van Aert, on sait pas trop où on le place. Je pense que Mats Pedersen, on peut le mettre à la limite. Mais il y a une place à aller chercher, je pense que c'est celle d'Isaac Del Toro, il doit se la saisir, et c'est l'année 2026 qui doit lui servir à ça, il va avoir 22 ou 23 ans, c'est le moment de le faire. En parlant effectivement de jeunesse et donc de prise de pouvoir, il y en a un
qui a ultra performé depuis septembre, c'est Paul Magny. Il avait fait un super début de saison sur des classiques, donc on sait qu'il va pouvoir progresser là-dedans, à voir jusqu'à où et sur quel genre de course. Mais que dire de cette fin de saison? C'est 11 ou 14 victoires là? Je sais plus. 15? Alors, on va faire le recap. Donc, depuis septembre, donc alors le 14 septembre, il gagne le Grand Prix de Fourmi. Ouais, Après, sur le Tour de Slovaquie, il gagne une, deux, alors 5 étapes sur 6, il me semble. Non, ouais, ça 4 doit être étapes ça. sur 5. 4 étapes sur 5. Ensuite, sur le Crorace, donc c'est le Tour de Croatie, Ouais, il va gagner 4 étapes, je pense. 4 étapes sur 6. Ensuite, sur le Tour du Gangji, il va gagner 5 5 étapes sur étapes sur 6. 6. Ouais, C'est c'est fou. c'est fou. Alors, j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires sur les réseaux sociaux dire que oui, il n'y a personne en face. Déjà, c'est un peu faux parce qu'il y a quand même de beaux sprinters. Ouais, c'est clair. Et puis, combien même des sprinters de premier plan, quand ils s'alignent sur ces courses, c'est rare qu'ils les gagnent toutes, qu'ils gagnent tous les Mm, sprints. mm, 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 mm. Alors, je suis pas encore en train de dire qu'il est parmi les top 3 meilleurs sprinters du monde. On les connaît, on en a parlé d'eux pendant le Tour de France. Je pense qu'il est encore en dessous, il n'a pas encore prouvé à ce niveau-là. Mais par contre, en termes de régularité, d'être capable d'être tout le temps placé, peu importe ce qui va se passer dans le sprint, de toujours aller chercher la victoire, ça, c'est quelque chose qui, pour l'avenir, me dit que ça peut faire très mal parce que on voit le défaut qu'on peut donner un peu à Jasper Philipsen ou à Jonathan Milan, c'est parfois leur régularité et de foirer les sprints qui leur paraissent offerts. Là, j'ai l'impression qu'il est capable d'aller gagner, peu importe comment se passe le sprint, il est capable de gagner. Il a que 21 ans et ça m'étonnerait pas du coup avec dans une équipe comme la Soudal qui prennent en force, qui prennent en watts sur les sprints Ouais, et il que l'a dit qu'il d'ici travaillait beaucoup ça. Ouais. du coup d'ici une ou deux saisons, il fasse partie de ce trio quatuor de sprinters, des meilleurs sprinters mondiaux. Et il y a moyen qu'il, grâce à sa régularité, finisse par être potentiellement le meilleur sprinter du monde dans les années à venir. Ça m'étonnerait pas. Ouais, il faut qu'il continue comme ça, il faut qu'il sache s'entourer aussi des très bons poissons pilotes actuels et aussi de très bons conseillers d'anciens poissons pilotes parce qu'au-delà des sprinteurs qui peuvent lui donner des conseils de la génération d'avant, comme Mark Cavendish, on sait qu'il discute plusieurs fois avec, il a discuté plusieurs fois avec. Il devrait essayer de s'entourer effectivement de tout ce qui est Michael Morkov, les Mark Renshaw, etc. Je pense que c'est important pour apprendre à effectivement aborder ses sprints. Maintenant, comme tu dis, j'ai l'impression qu'il sait aussi se débrouiller tout seul. Ce qu'on avait retrouvé un peu chez Sagan, mais effectivement, sa puissance, elle est impressionnante. J'ai vu les stats l'autre jour, 1600 watts à 21 ans. Enfin, c'est beau. On sait que Tim Merlier a 32 ans, donc il lui reste pas non plus 5 ans devant lui au top niveau. Philipsen a été bon très jeune, donc on peut partir du principe, comme Jonathan Milan, que leur pic maximum sera à 30-31 ans. Donc ça rapproche aussi, donc à voir ce qui se passe derrière. Et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est totalement faux de dire qu'il y avait personne en face. Parce qu'il y a du Bittner, il y a du Jordi Meus, il a aussi battu Olaf Koy. Donc voilà, et d'ailleurs, si c'était pas pour Olaf Koy, il aurait gagné une étape sur le Giro. Donc, effectivement, faut pas retirer ce qu'il fait. Moi, je le trouve super sympathique en plus comme garçon. Sur les réseaux, il est accessible. Il est toujours dispo pour faire du contenu. Donc ça, c'est rafraîchissant, je trouve, pour un jeune cycliste, surtout un Français. Et comme tu dis, au-delà de ça, un point, je trouve hyper important, comme tu dis, même si, imaginons, il n'y avait pas d'adversité aussi forte, le fait de gagner et d'enchaîner autant, il n'y a pas de loupé dans la préparation du sprint, quoi. C'est ça. Donc, C'est quoi qu'il arrive, il a un boulot et il le fait. Et ça, on sait très bien que chez les sprinters, c'est pas toujours le cas. Même quand on est plus fort, des fois, on peut perdre le sprint. Lui, il est mm. capable, à chaque fois qu'il y a sprint, il le gagne. Peu importe l'adversité qu'il y a. Pour le moment, ok, il n'y a pas encore les trois gros cadors pour l'affronter. Mais pour l'instant, c'est très fort Tu d'avoir une telle veux, régularité. tu veux voir quoi pour lui en 2026? Moi, j'aimerais voir une petite progression sur effectivement le niveau de course sur lequel il va essayer de gagner. Ça, c'est normal. Il l'a dit lui-même. Mais j'aimerais bien voir aussi, tu sais, si on peut en faire quelque chose sur un Blad, sur un grand VV le Game. Il a quand même bien performé cette année. J'aimerais bien voir si on peut aller chercher un peu plus.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas qu'un sprinter aussi, c'est quelqu'un qui est capable d'être assez bon sur les classiques flandriennes. Euh, en termes de résultats, je sais pas vraiment ce qu'on peut lui citer. Est-ce que c'est une victoire tout de suite? On ne sait pas, parce que sur les classiques, en plus, on sait qu'il y a d'énormes cadors qui ne sont pas que sprinters qui y vont. Mais oui, sur un Newsblad ou sur un Gangrel Game, je l'attends parmi peut-être pas les favoris, mais les gros outsiders. Hum, hum, hum. Euh, Après, ça dépendra s'il y a quelqu'un qui part devant ou quoi, mais ça peut être très intéressant de le voir là-dessus. Je pense qu'il sera aligné sur un grand tour la saison prochaine. Je Peut-être pense pas le Tour aussi. de France, je pense pas, mais qu'il aille chercher une victoire sur l'un des deux autres grands tours, Ouais, et encore, ça peut être si, intéressant. ouais, et encore, si la Soudal a pas d'autre volonté sur le Grand Tour, sur le Tour de France, on sait qu'ils veulent retravailler leur ADN et revenir à ce qui a fait leur succès. Pourquoi pas le Tour de France, hein, c'est un bon apprentissage aussi. Au pire, il quitte la course avant les dernières grosses étapes de montagne, il va se préparer pour la Vuelta, tu vois. Moi, ça me paraît pas déconnant pour lui. À voir effectivement pour la suite. Effectivement, dans tous les cas, je pense qu'on en attend beaucoup. Espérant avoir un successeur de Arnaud Démare sur la Primavera pour tout ce qui est sprint ou de Julien Lafilippe aussi. Je pense qu'il en a les moyens. Ça a l'air quand même d'être un garçon très sérieux et tant mieux pour lui. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. En parlant de la tête sur les épaules, notre dernier sujet d'aujourd'hui, euh, la tête sur les épaules de Paul Sexas. Sur cette année, elle est quand même impressionnante. Euh, Pas forcément beaucoup de victoires, mais par contre des prises de date et des prises d'initiative sur des courses quand même, comme à Kigali, comme au championnat d'Europe, où il vient quand même faire un top 3 en se détachant de Ayuso, en essayant de participer à la course, donc c'est-à-dire de suivre les attaques, pas seulement de monter en train et de faire sa course. C'est le meilleur des Français sur cette course-là. Il a été performant sur d'autres courses. Sur le Tour de Lombardie, je l'ai trouvé encore à l'aise. Euh, J'aurais aimé le voir tenter quelque chose, mais bon, je peux pas lui demander non plus de tenter forcément une attaque sur une course de 200 et quelques bornes avec autant de dénivelé, et c'est sa première. S'il est à bloc, déjà faire top 10, c'est déjà exceptionnel. En plus, il s'est donné pour essayer de raccrocher. Tu prends, toi, l'année de Paul Sexas là, ou l'année de Remco Evenepoel en 2019, en C'est tant que le, rookie. c'est le débat qu'on a déjà eu ensemble plusieurs fois. C'est vrai que c'est intéressant et c'est assez dur à chaque fois. J'hésite, parfois je me dis ouais, Remco, il a gagné. Alors que c'est pas le cas pour Sexas. En même temps, tu dis Paul Sexas, toute la saison c'est bien plus régulier. Il aurait Puis il n'y même avait pu pas les gagner. mêmes monstres devant. Ouais, c'est ça. Après, Sexas a aussi offert la victoire à un de ses coéquipiers. Hmm. Faut pas l'oublier. Du coup, il y en aurait eu une cette année. Et alors, il est allé chercher le Tour de l'avenir. Et étonnamment, c'est là où il m'a le plus déçu parce que du coup, Oui, il a gagné je son vois ce que tu veux chrono. dire. Mais l'étape de montagne où on l'attendait aussi à exploser la concurrence, il a été battu sur celle-là. Euh, Franchement, honnêtement, hein, j'ai du mal à dire lequel. Je vais quand même aller sur Remco, je pense, parce que c'était sa classique à San Sebastian où il m'avait vraiment impressionné sur cette course. Et alors oui, j'ai l'impression que j'en suis même sûr, la concurrence en 2019 était quand même moins élevée que celle de 2025 où tout le monde a progressé, où aujourd'hui on a plusieurs fantastiques et les mecs qui ne font pas partie des fantastiques sont d'un niveau de leader de 2019. Donc oui, j'ai l'impression que pour Paul Sexas, il est meilleur que Remco en 2019. Mais Hmm. au final, le palmarès, il est là Le pour lui. palmarès fait que, ouais. Voilà. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Donc je sais pas si tu as plus de détails sur ce sujet. Non, bah c'est vrai que même la course, comme tu disais, on en avait parlé en off, la course à San-Sébastien, quand il se fait décrocher et il revient, enfin c'est du Remco dans le pur, quoi. C'est l'audace et l'affront qu'on lui fait, il l'affronte, il le prend et il en fait ce qu'il veut derrière s'il en a les moyens. Donc maintenant, effectivement, je pense que c'est pas la même circonstance. En 2019, t'as pas un, deux ou trois fantastiques qui peuvent lui mettre la misère sur toutes les courses, ou en tout cas qui peuvent lui affronter et l'affronter de cette manière-là.
Le petit bémol peut-être de l'année de Remco en 2019, c'est quand même une année de rookie, c'est une belle année, hein. Classica San Bastian, il fait une Champion très belle d'Europe de champion chrono. d'Europe de chrono, effectivement, sur le podium en Belgique. Il fait aussi vice-champion du monde de contre-la-montre, donc effectivement le palmarès fait que. Mais ça, aujourd'hui, Remco a gagné un Tour d'Espagne, mais il n'a pas changé d'envergure. Enfin, il a changé d'envergure parce qu'il a gagné une plus grosse course, mais il est dans le même registre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on le savait déjà dès le 2019. Là où on peut dire que le Texas a peut-être une plus grande saison, c'est sur le fait que il a moins brillé toute l'année, mais quand il a brillé, c'est face au gros, tout le temps. C'est ça. C'est face au gros tout le temps. Tu vois, quand je regarde le podium, enfin, quand je regarde qui est derrière Remco sur la San Bastian, c'est Greg Van Avermaet. Alors oui, en 2019, Van Avermaet, en fin de carrière, c'est un très grand coureur. Mais là, Paul Sexas, quand il fait troisième des championnats d'Europe, derrière, il y a les Juan Ayuso, il y a les Skelmose. Il fait onzième, c'est ça, je crois, ou treizième du championnat du monde. 13e. 13e. J'avais dit 11 la dernière fois, mais je m'étais trompé, c'était 13. Devant lui, c'est des mecs qui ont déjà au moins 2 saisons de pro, qui ont fait des grandes courses, qui ont peut-être tous fait un grand tour, ou en tout cas qui l'ont entamé, qui ont su courir sur ce genre de course, ou en tout cas qui ont cette expérience de course-là. Lui, il avait rien, et il a essayé de peser. Donc, dans le palmarès, je suis d'accord avec toi. Remco, rien à dire. Mais dans la symbolique, Paul Sexas à 19 ans, c'est quand même exceptionnel, surtout quand on sait qu'en 2026, soi-disant, Decathlon veut le faire participer au Tour. Jonas Vingegaard, d'ailleurs, a émis son idée sur le fait que c'était pas une bonne chose. Je suis entièrement d'accord avec lui. Quitte à qu'il aille se faire les dents face à Isaac Del Toro, il va prendre sa claque et ça va le remettre à son endroit, ou pas, d'ailleurs. S'il se prend une claque, d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que ça va le remettre dans le fait de continuer sa progression, même si ça a été un garçon avec la tête sur les épaules, comme on le disait. Et, euh, et s'il fait un top 5, top 10, c'est déjà très bien pour un premier grand tour. Mais limite, j'ai envie qu'il se tape une claque. Ou alors, bah, qu'il soit si fort qu'il se dit, OK, bah, en fait, je peux encore aller chercher plus. Et l'année prochaine, je reviens pour le tour face à Tadej, tu vois, en 2027. T'as raison. Alors, c'est vrai que moi, je m'étais dit, s'il est prêt pour aller sur le Tour de France, il peut y aller. Et puis, au pire, s'il prend une claque, Oui. on pourra lui dire, c'est pas trop grave, mais Mm. d'aller jouer des étapes derrière. Mais c'est la pression française. On C'est va lui ça. coller à chaque fois, à chaque tour. Ah, t'as loupé ton premier tour. Faut que tu fasses mieux, faut que tu fasses mieux, faut que tu fasses mieux, quoi. Et c'est ça, et parce que aujourd'hui, Paul Sexas, il n'y a plus que les fans de cyclisme qui s'y intéressent. Les reportages sur France TV commencent à venir. Du coup, aujourd'hui, même nos grands-mères commencent à s'intéresser à Paul Sexas, à se dire qu'un Français va gagner le Tour de France. Alors, il ne le gagnera pas l'année prochaine, ça, j'en mets même un coupé. Ce serait un exploit exceptionnel. Mais tu as raison, l'envoyer face à Isaac Del Toro. Et puis même ça pourrait être parce que on a vu que Decathlon, leur objectif, du coup, c'est de gagner un grand tour, je crois, d'ici 2030. Mais ça veut s'inscrire parmi les 3 meilleures équipes du monde. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure qui serait la troisième équipe entre Lidl et Red Bull. Je pense que c'est encore trop tôt pour Decathlon, mais d'ici de quelques années, pourquoi pas. Aller montrer les dents et dire, sachant que Pogacar est injouable sur le Tour de France, aller défier le futur de UAE en Isaac Del Toro sur le grand tour auquel il participe, aller montrer les dents là-dessus, ça peut être un beau message de la part de Decathlon pour dire faudra compter sur nous dans les années à venir. Ouais, et puis tu vois, dans les courses qu'il fait, malgré qu'il essaie de peser, au final, il essaie surtout de suivre à chaque fois ce qui se passe. Il place pas forcément d'attaque ou quoi. Moi, je veux le voir essayer et se louper, en fait. Parce que Isaac Del Toro, il l'a essayé sur le Giro cette année. Il a vu qu'il aurait pu faire plus ou mieux courir. Donc, je pense qu'il aura appris. Et moi, je veux que Paul Sexas fasse ces mêmes erreurs-là. Vaut mieux qu'il les fasse à 19 ans que à 24 ans, 25 ans, 26 ans quand il sera dans le top de sa carrière sûrement. Là où en plus je pense que ça peut être intéressant pour lui, c'est que sur le papier, je dis bien sur le papier, parce que Isaac Del Toro en très grande forme sur le Giro, il a quand même montré de très bonnes choses sur du chrono. Paul Sexas c'est quand même censé être meilleur en chrono. Et sur des longues montées, il a l'air quand même de faire le job, comme on l'a vu sur le Dauphiné. Euh, mais en face, il a un Isaac Del Toro qui est plus incisif, qui est très offensif, qui a une, cette odeur de la course, comme on l'a vu sur sa première course en Australie l'année dernière, où dès la troisième étape, je crois, il fait le coup du kilomètre, il va gagner. Ouais. Enfin, il a ce savoir-faire de course, et moi je veux que Paul Sexas puisse aller s'inspirer d'un mec qui est de sa génération,
qui court différemment, qui a d'autres qualités, et sur lesquelles il peut se dire, ok, ça je sais que je serai pas comme ça, ou alors je sais que je peux progresser sur ça, 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 et dans 2 3 ans, effectivement, il pourra venir sur le tour. Mais après, comme tu dis, c'est aussi bien qu'il saoule sur le tour, mais moi, concernant ce qu'on a vu de Pinot, de Bardet, au moment où ils loupent un tour, on va leur dire, ah, l'année dernière, t'as loupé, faut que tu fasses mieux. Mm. Ah ouais, mais regarde Lenny Martinez. Oui, c'est ça. Alors, Qui a c'est tôt gagné pour hier dire que d'ailleurs. Lenny. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'allais dire, c'est tôt pour dire que Lenny est déjà dans une dépression de la pression française du cyclisme. Mais surtout, il m'a donné grave un spleen de Thibaut Pinot, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'en plus, même moi qui aimais beaucoup Lenny Martinez, je l'aime toujours beaucoup, hein, c'est pas. J'ai été un peu déçu sur le Tour de France, la manière dont il abordait le truc, où tu avais l'impression qu'il n'avait pas préparé, il connaissait Hum, même pas les points de la. Il dit il jouait le maillot grimpeur et il connaissait même pas le hum, nombre de points qu'il allait hum. prendre sur l'étape. Et plusieurs choses, je me dis, c'est pas professionnel de sa part. C'était pas le seul responsable, son équipe a aussi un rôle à jouer là-dessus, évidemment. Euh, et tu as raison, alors tu dis 2 3 ans, je pense que même s'il ne va pas dès l'année prochaine, je pense que l'année d'après ça peut aller. Après, tu as raison, le public français est extrêmement dur, aussi parce qu'on commence à être un peu impatient d'avoir Hum, un hum, vainqueur hum. français sur le Tour de France. Euh, et Pinot, je suis pas complètement d'accord avec Pinot Bardet, parce que Pinot Bardet ont d'abord réussi, ils nous ont un peu surpris Oui, avant oui, qu'on mette oui, cette. oui. Oui, mais Alors c'est que ça que je là, veux. oui, là c'est que ça, c'est ça le problème. C'est ça que je C'est veux te encore dire. pire, c'est Ouais, qu'on c'est attend ça. qu'ils performent sur le Tour de France alors C'est qu'ils ça, n'ont pas tout de encore suite. participé. Ouais, c'est ça. C'est que, effectivement, pour ceux qui ont réussi, on a été vite en mesure de leur dire, ah ben là, c'était pas bien. Alors, qu'est-ce que ça va être si Paul Sexas se trouve? Est-ce qu'on va être doux? Moi, j'y crois pas. Et surtout que toutes les équipes font autrement. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle Alberto Contador a pas commencé par le Tour, que Chris Froome a commencé par une bonne Volta, que Sagan n'a pas commencé par le Tour de France, qu'il a d'abord fait 2 ans sur le Tour de France, il est arrivé sur le Tour en 2012. Ça, c'est des grands coureurs qui ont marqué leur époque. Vincenzo Nibali, c'est la même chose. Je prends plus tard Egan Bernal, c'est la même chose. Je prends Tadej Pogacar. L'exemple parfait, si on veut qu'il ressemble à Tadej Pogacar, bah, qu'il aille faire une Vuelta. La course, elle est complètement décadenassée. On l'a encore vu cette année que même les grands leaders, ils arrivent en fin de saison, ils ont les jambes, ils sont comme ça s'ils l'ont mal préparé ou si, il y a eu quelque chose qui a pété dans la préparation. On l'a vu avec Almeida qu'on pensait être en mesure de gagner. Au final, il a été trop juste à la fin, mais il a dominé le début et puis Vingegaard a fait du Vingegaard. Donc il aille sur la Volta. Si le Giro c'est peut-être encore trop dur, et je peux le comprendre par le parcours, je peux le comprendre aussi par peut-être le plateau qu'il y a et le fait que c'est en début de saison, les coureurs sont plus frais, le niveau est peut-être un peu plus haut que sur la Volta. Qu'il aille pas sur la Volta s'il veut pas se mesurer enfin si c'est pas, je pense pas que ce soit lui qui veut pas se mesurer, mais si on veut le préserver et qu'on veut se dire, ok, faut le temps que jeunesse se fasse, faut qu'il se prenne des claques, mais il faut pas non plus que ça le martyrise. Donc on l'emmène pas sur le Giro pour se prendre une claque par Isaac Del Toro sur lequel il va faire un focus. Je connais pas le tempérament du bonhomme, hein, mais c'est possible. Qu'il aille se faire sa Vuelta, qu'il aille gagner des étapes, qu'il aille faire comme Pogacar un podium, et l'année prochaine, s'il veut aller sur le Tour et qu'il veut pas faire le Giro, qu'il fasse ça. Tu vois? Voire peut-être même Mais la gagner la Vuelta, hein. mais voilà, c'est ça, voire peut-être la gagner si les circonstances se présentent. On a bien vu Remco qui l'a gagné en 2022. Voilà, tout ça, c'est largement faisable. Mais pour moi, enfin, je pense que toi et moi, on est d'accord sur le fait que c'est une bêtise de l'emmener sur le Tour dès cette année. Vaut mieux qu'il aille des succès avant, même pour son image, qu'il aille des succès avant ailleurs, pour son image internationale, pour sa capacité à attirer de bons coureurs dans son équipe ou justement à avoir de bons contrats par la suite, et qu'après ils viennent sur le Tour. Avec les moyens, avec de dire, ok, j'ai l'expérience, j'ai su perdre un grand tour, j'ai su gagner un grand tour, je peux venir et je vais pas faire les mêmes bêtises, tu vois. Donc voilà. Bon, on a un peu dépassé notre temps sur Paul Sexas, mais Ouais. je pense que c'est un sujet passionnant. En tout cas, Sujet merci de dont nous. on va beaucoup parler à l'avenir, je pense. Voilà, c'est ça, on en reparlera à l'avenir. On va revenir sur des podcasts prochainement sur d'autres choses. On fera peut-être un top flop de l'année, même si là, intrinsèquement, on l'a fait aussi, ou en tout cas des moments qui nous ont marqués. Et bien sûr, on va essayer de produire quelque chose pendant la pause hivernale pour que vous puissiez avoir des choses, peut-être plus aspect pratique sport, pratique aussi du vélo, ou même ce qui va être nutrition, etc. Comment prendre soin de ça, et Quelques bien formats sûr. courts sur du cyclocross aussi, je pense. Exact, ouais, c'est vrai. C'est vrai que beaucoup maintenant de coureurs passent par là. Peut-être des formats courts et bien sûr les mêmes de Clément qui vous régalent à chaque fois quand on voit le nombre de vues et le nombre de likes. Donc continuez à profiter sur les réseaux.
N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, et puis bien bientôt dans les déraillés.